Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette quatrième session de la saison 3 du webinaire Alliance Bâtiment Circulaire. Donc, le thème aujourd'hui, ça sera le lien entre le BIM et puis l'économie circulaire en phase d'exploitation. Donc, je vais partager mon écran. On va être plusieurs à intervenir sur une présentation. Et comme à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions comme vous le souhaitez. Donc, laissez-moi une seconde pour partager mon écran. Voilà, donc si tout va bien, maintenant, vous voyez ma présentation en mode diaporama. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Jean Aubron, qui est le product owner de WISCAD, et Marc Germain, en fait, qui est donc le CEO de WISCAD. Peut-être vous présenter en deux mots avant qu'on avance. Marc, Jean, si vous voulez commencer. Il faut donc démuter votre... Vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc oui, bonjour. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc je suis associé cofondateur de WISCAD, associé avec Cyril Perrin qui malheureusement est excusé. Nous travaillons ensemble avec Cyril sur les technologies dont nous allons parler partiellement ici, WISCAD, depuis une vingtaine d'années. Et on a créé WISCAD depuis 2013 en tant qu'entité entité. Donc, on regardera peut-être un petit peu tout à l'heure sur la présentation. Et donc, Jean Aubron, moi, je m'occupe de l'amélioration du produit WISCAD, de trouver des nouvelles fonctionnalités pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Merci. Et donc, moi, je suis Eric Elodie, je suis le cofondateur de Psycléa et je suis votre hôte pour ces webinaires ABC. Alors, je vais faire une petite introduction pour ceux qui n'ont pas l'habitude et vous dire que déjà, vous le voyez, c'est une seconde partie d'un webinaire qui s'est tenu la semaine dernière, qui était vraiment intéressant et qui traitait des synergies entre le BIM et l'économie circulaire au moment de la construction, conception, construction d'un bâtiment, alors que là, on va aborder le côté exploitation. Du coup, je voudrais faire une petite intro, une espèce de résumé des épisodes précédents, juste pour vous dire qu'on s'inscrit là dans une approche qui se veut volontairement circulaire, en fait, donc un changement de paradigme. Dans l'approche classique linéaire, un bâtiment est source de beaucoup de déchets, de beaucoup d'émissions de CO2 et consomme beaucoup de matières premières. Et c'est surtout une source de coût pour le propriétaire des ressources, alors que ces ressources ont encore une valeur économique résiduelle. Mais dans l'approche classique, on ne fait pas attention aux produits qu'on utilise, et puis en fin d'usage, on paye quelqu'un pour les en débarrasser. Donc c'est à la fois du gaspillage sous forme de déchets, et aussi sous forme d'argent, puisque je paye quelqu'un dans une approche qui se veut encore purement sanitaire et qui est encore un peu trop représentée en France. Heureusement, les choses changent, et le nouveau paradigme aujourd'hui, c'est de construire des bâtiments circulaires et même des smart buildings circulaires, et c'est l'objet de la session d'aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est donc un bâtiment circulaire? C'est un bâtiment qui est conçu pour ne pas devenir des déchets, mais au contraire être source de revenus. En gros, on va gérer nos produits, on va les caractériser, on va les localiser, en fait, on va les gérer comme on gérerait en fait un asset en banque, parce que ces produits ont une valeur économique résiduelle, et on va du coup travailler avec un ressource manager, interne ou externe, qui va avoir pour vocation, en fin d'usage de ces produits, de nous faire récupérer en tant que propriétaire des ressources les économies, voire les revenus associés à la réutilisation, le réemploi ou l'upcyclage de ces produits-là. Déjà, il y a aujourd'hui à peu près 400 000 m² de bâtiments qui fonctionnent selon ce principe-là. Et vous voyez, on peut régénérer aujourd'hui des bâtiments jusqu'à plus de 82%, récupérer jusqu'à 15% de la valeur économique d'achat initial des produits du bâtiment. Donc, on est vraiment en fait dans une courbe en fait, où on change de paradigme, et au lieu de partir d'un tas de déchets dont on ne sait rien, dont on essaie de se débarrasser auprès de gens qui vont eux-mêmes s'en débarrasser à moindre coût, on va être gestionnaire de ces ressources, réellement asset manager,
de manière à ce que ça soit source d'économie, de revenus et plus de déchets, donc ce qui va permettre de préserver les ressources, minimiser notre empreinte carbone et également donc, avoir un modèle économique positif sans lequel l'économie circulaire n'existe pas. Donc ce qu'on avait vu précédemment, c'est qu'il fallait du coup, pour faire un smart building circulaire, il fallait avoir un bâtiment circulaire. Ça veut dire quoi? Conçu avec un système constructif le plus démontable possible, non seulement pour des raisons de flexibilité, de réversibilité, mais aussi pour avoir des coûts de dépose qui soient les plus optimisés possibles. Vous voyez, l'économie est pensée dès l'amont du projet, et aussi avec des produits caractérisés par ce qu'on appelle des passeports circulaires, dans lesquels on va trouver la composition, les prochaines vies, la part de recyclé, la part de biosourcé, s'il est d'origine réemployée, donc l'empreinte carbone, l'énergie grise, l'impact sur l'eau, l'impact social. Donc, toutes des informations qui sont associées donc, aux produits et donc aux bâtiments qui vont nous permettre de caractériser nos bâtiments. Et si on rajoute à ça le BIM, qui est l'apport considérable quand même au WISCAD en fait, dans cette approche-là, on passe d'un bâtiment circulaire à un smart building circulaire. Évidemment, ça induit d'utiliser des produits qui ont un potentiel de non-toxicité, un potentiel de circularité, qui ont un processus de production qui soit économe en matière d'énergie, en matière de CO2, d'eau et puis d'impact social. Donc, c'est tout un nouvel en fait, paradigme, un nouvel écosystème qui est en train d'être géré avec différents acteurs à différents niveaux d'intervention dans WISCAD. Donc, ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'était justement cette synergie qui existe en fait entre un outil comme WISCAD qui fait l'exploitation, qui fait la gestion du BIM depuis l'amont jusqu'à l'aval, ils en parleront mieux que moi, avec des outils comme MyEpsiclea, qui est le logiciel que développe Epsiclea, qui est un outil de gestion circulaire de la ressource, là aussi depuis l'amont à l'aval. Donc, voilà, donc si déjà Marc ou Jean, vous voulez un petit peu voir ce qu'apporte ce genre de connexion et de synergie, ça nous permettra d'éclairer en fait nos auditeurs. Alors justement, ici, on est en mobilité. Notre outil va être à la fois sur ordinateur et sur des appareils mobiles tels que des tablettes ou des téléphones, dans lesquels on va pouvoir aller mettre une maquette numérique du bâtiment. Entre autres, le BIM, ce n'est pas qu'une maquette, mais là, ça va être un support en plus pour l'utilisateur pour pouvoir consulter son patrimoine de manière graphique et avoir quelque chose de très visuel, pouvoir sélectionner ses objets et dans ces objets, consulter un certain nombre d'informations sur justement les atouts de valorisation de chaque matériau. On va pouvoir consulter son passeport ID, c'est la fiche de chaque matériau, savoir quelle valeur il a, quelle quantité j'en possède dans mon bâtiment, enfin cet objet, combien il en possède, puis sur le bâtiment en entier. Consulter, on voit ici une partie sur la partie droite de l'écran, c'est directement accéder au site de MyEpsiclea depuis l'application WISCAD pour avoir un lien entre les deux et voir les informations dans la maquette sur le site de MyEpsiclea avec les informations. Pouvoir les consulter, mais aussi enrichir cette maquette si les propriétés sont manquantes, si ces informations sont manquantes, pour avoir un modèle le plus complet possible, avec le plus d'informations possible, pour vraiment valoriser entièrement mon patrimoine. Et toutes ces informations-là, on va pouvoir les transmettre à MyEpsiclea pour gérer justement cette valorisation du bâtiment et du patrimoine. Donc ça, c'est finalement ce qu'apporte cette synergie aux utilisateurs de WISCAD. Évidemment, côté MyEpsiclea, on a le pendant, puisque c'est bien de caractériser des produits par leur passeport, mais c'est encore mieux de pouvoir les importer évidemment dans MyEpsiclea pour que MyEpsiclea fasse son travail de gestion de ressources. Mais si on peut les importer automatiquement depuis des objets BIM qui existent dans WISCAD, c'est un gain considérable de temps. C'est aussi, par exemple, quand on veut, lors d'une rénovation, identifier et déposer proprement des produits dans le bâtiment, c'est bien, depuis MyEpsiclea, d'avoir accès au moteur BIM de WISCAD de manière intégrée, de manière à mieux localiser les gisements à déposer. Ça fait gagner un temps précieux. Et encore une fois, on essaye dans cette association d'optimiser finalement toute la chaîne de gestion circulaire des produits grâce à la digitalisation mutuelle. Ça permet évidemment de visualiser le bâtiment, ce qui est toujours pratique. Ça permet d'enrichir aussi WISCAD, les deux objets BIM de WISCAD, soit depuis, comme le disait Jean, depuis WISCAD, soit depuis MyEpsiclea. Et les enrichir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on en parlera mieux tout à l'heure, partager l'ID unique du passeport qui décrit toutes les performances
environnementales dont je parlais tout à l'heure en termes de composition, de prochains usages, de parts de recyclés, etc. Donc, on va avoir directement cette information dans la maquette et du coup, quand on va l'importer automatiquement, on va la récupérer et ça permettra justement de pouvoir derrière, on le verra après en phase d'exploitation, de pouvoir générer des écosystèmes de réemploi ou d'upcyclage avec un modèle économique positif. Et autre chose qu'on est en train de finaliser entre WISCAD et nous, c'est la synchronisation automatique entre les objets BIM qui sont dans la maquette et puis MyEpsyCléa pour éviter toute double saisie. Là, aujourd'hui, on est déjà capable de pouvoir faire, on le montrera tout à l'heure, en fait, un export-import, mais c'est encore plus intéressant si les choses sont mises à jour automatiquement. Alors nous, aujourd'hui, avec WISCAD, on couvre dans la phase conception-construction la partie GED qui va permettre aux utilisateurs de partager leurs documents, leurs plans, les notes de calcul, tous ces documents pour avoir un travail collaboratif, de pouvoir aussi les diffuser dans des bordereaux et avoir la saisie des visas par les différents bureaux de contrôle pour valider ces plans techniquement. Sur la partie BIM, on va, dès la conception, être un outil qui va permettre de synthétiser toutes les maquettes, de centraliser les différentes productions pour pouvoir les comparer, voir si tout se compile bien et identifier les problèmes possibles. Et au niveau du suivi, on va commencer, notre outil va permettre de suivre l'avancement des travaux pour identifier les retards et puis identifier tout ce qui a déjà été fait, de pouvoir faire des contrôles qualité, des fiches de contrôle pour s'assurer que tout ce qui a été fait conformément aux normes et aux règles de l'art, et puis identifier les défauts et suivre leur résolution pour être sûr que quand on arrive en phase de livraison, tous les défauts remarqués ont été corrigés et que le bâtiment va être livré sans défaut pour l'utilisateur. Et tout au long, on va pouvoir notamment enrichir cette maquette de ce qui a été réellement fait pour avoir à la fin de la construction un jumeau numérique du bâtiment et notamment via une maquette complète telle que construite. Alors, côté utilisateur de MyEpsyCléa, eux, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont définir, outre le cahier des charges économie circulaire, la table des matériaux, qui en général est un format Excel dans lequel on va trouver associer les passeports circulaires. Et à partir de ça, on verra après, on peut calculer la signature circulaire des bâtiments, une signature circulaire intermédiaire ou une signature circulaire finale. On verra ce que ça signifie. Et puis, en fin de construction, on pourra donc importer depuis ce tableau Excel les gisements. Un gisement, c'est quoi? C'est une quantité de produits caractérisés par le même passeport circulaire, une localisation, un état de démontabilité et d'usure, qui vont venir être livrés au titre de la banque digitale des matériaux avec le bâtiment. Donc, on livre avec le bâtiment une banque digitale qui permettra, on le verra derrière, en exploitation, de pouvoir facilement régénérer ou réemployer des produits usagés. Donc ça, c'était avant, je dirais, séparément. Donc là, ce qu'on va voir, c'est maintenant qu'est-ce qu'apporte en fait ces synergies entre MyEpsyCléa et WISCAD. Alors justement, cette synergie, c'est de pouvoir, depuis WISCAD, aller récupérer les passeports ID. Donc, je vais chercher dans la base de données MyEpsyCléa les passeports et les renseigner dans mes objets BIM comme propriété. Concrètement, ici, voilà, je suis dans l'application, je sélectionne un objet, je vais pouvoir consulter la page MyEpsyCléa, faire ma recherche, trouver le matériau correspondant et copier son identifiant pour le coller dans les propriétés de mon objet. Et comme ça, mon objet sera caractérisé et je pourrai récupérer cette information. Ensuite, je vais pouvoir exporter cette information pour la transmettre à MyEpsyCléa. C'est ça. Donc, c'est ça qui est puissant, c'est qu'on passe là d'un tableur Excel qui est pratique à finalement un lien d'export-import qui est beaucoup plus intéressant, où là, du coup, on récupère les objets BIM et toutes les informations qui les caractérisent, notamment pour ce qui nous intéresse, nous, en termes de quantité et de localisation. Donc, depuis WISCAD, par des fonctions d'export de WISCAD vers des fonctions d'import de MyEpsyCléa qui nous permettent justement de caractériser la signature circulaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on a associé des passeports circulaires
à des objets BIM, donc à des produits. On va utiliser les données qui sont dans ces passeports-là pour calculer automatiquement, en appuyant vraiment sur un clic, l'empreinte globale de mon bâtiment, le degré de non-toxicité aussi de mon bâtiment, à travers, encore une fois, les produits qui le composent, le degré de circularité, de démontabilité, de part de recyclé, biosourcé de mon bâtiment, et également, plus intéressant encore, la valeur économique résiduelle, puisque chaque produit qui constitue le bâtiment, alors nous, depuis 13 ans, on est un pure player de l'économie circulaire, on a introduit l'économie circulaire à travers le CRED en 2007, donc on a acquis beaucoup d'expérience, plein de données, donc on sait, en hypothèse haute et basse, combien on peut revendre en réemploi ou en upcyclage un produit, un matériau usagé. On connaît les coûts de dépose, les surcoûts donc de dépose quand on veut déconstruire proprement. On connaît les économies qui peuvent être faites selon les régions en fait, en matière de non-mise en décharge, etc. Donc ça nous fait une équation qui nous permet de calculer en hypothèse haute et basse, en pourcentage par rapport au coût d'acquisition matière initiale, la plus-value que peut générer donc la valorisation des ressources, c'est ce qu'on appelle la survaleur. Et on est en train de discuter avec des gens comme Accor, des gens comme ICAD et d'autres, Engie, sur comment ça peut même contribuer à augmenter la valeur vénale des bâtiments, parce que les experts immobiliers, du coup, ont une valeur sur laquelle supplémentaire agir pour mesurer en fait la valeur vénale du bâtiment. Ok, donc ça c'était le rappel de l'épisode précédent. Il faut qu'on soit tous au même niveau et vous l'avez vu noter sur la partie construction. Ben là maintenant en fait on va passer sur le côté exploitation, c'est-à-dire que le bâtiment a été livré. Il a été livré avec sa banque digitale matériaux. Il est livré avec l'outil WizCAD qui permet justement de faire l'exploitation en mode BIM. Donc je vais donner la parole à Marc pour qu'il nous explique plus précisément ça. Donc Marc, la parole est à toi. Bon. Merci Eric. Très rapidement, compléter la présentation que j'ai commencé tout à l'heure de WizCAD. C'est plusieurs milliers de projets qui ne cessent de croître. C'est une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui à date. C'est aussi plusieurs milliers de clients divers et variés. WizCAD est une solution et je pense que c'est ce qui a aussi intéressé Upcyclea et ce qui nous a aussi intéressé chez Upcyclea, c'est qu'on est à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à des typologies ou à des secteurs particuliers. On adresse tous les secteurs où évidemment l'environnement a toujours son mot à dire. Et des solutions comme Upcyclea sont des solutions qui sont intéressantes et à laquelle nous souhaitions nous aussi être associés. Donc, comme je le disais, WizCAD, c'est une plateforme globale avec une seule base de données qui intègre un certain nombre de modules, dont la GED, dont parlait Jean tout à l'heure, pardonnez-moi, un suivi d'opération et un moteur BIM avec un moteur de formulaire. L'idée, c'est de pouvoir aussi, à travers des API et des web services, Eric parlait de liaisons qui doivent être totalement dynamiques. On parle d'Excel. Excel est effectivement un bon outil, mais Excel n'est pas dynamique. Il peut être partagé, mais on n'a pas de gestion de rôle, etc. etc. Donc, l'idée, c'est de ne pas ressaisir de l'information, de ne pas modifier ou de ne pas altérer l'intégrité de l'information pour pouvoir en discuter du projet et lorsque le besoin s'en fera sentir, pouvoir passer à la période de recyclage des éléments d'un projet en ce qui concerne Upcyclea. On a aussi une interface dédiée à la réhabilitation au milieu occupé. Et là aussi, Upcyclea peut intervenir, puisque par définition, lorsqu'on fait une réhabilitation, on n'est pas dans la déconstruction, mais on va gérer des déchets et il va falloir un environnemental de bien connaître son patrimoine de départ, de réduire les échanges en ayant des actions qui soient les plus efficientes possibles en évitant la ressaisie d'informations. Quelqu'un voulait prendre la parole? Non, c'est bon, continue, je t'en prie. Voilà. L'idée, c'est de récolter une information qui soit une information intelligente et réutilisable. On a parlé tout à l'heure Je t'écoute après. Le jumeau numérique. Ah, il y en a qui ont oublié de couper leur micro. BIM GEM, donc c'est la partie BIM, c'est-à-dire toute la partie process, en général 3D. GEM, gestion, exploitation, maintenance, par WizCAD. Nous sommes aujourd'hui l'application et la plateforme la plus élaborée à ce niveau, encore une fois. Je vais parler tout à l'heure de plateforme collaborative.
L'interopérabilité, on en a parlé avec Upcycla, mais on est interopérable avec beaucoup de solutions du marché. Vous voyez là quelques exemples avec Revit, AutoCAD. Mais on est aussi en lien, vous le verrez tout à l'heure, il y a un cas d'usage avec Segro, où nous sommes en lien avec notamment les sections techniques de bâtiments pour aller alimenter des GMAO et dans le futur, pourquoi pas, aller proposer des solutions de GMAO qui s'interfaceront parfaitement avec des solutions comme Upcycla. L'idée, c'est d'avoir effectivement cette notion de smart building circulaire où on ne va pas multiplier les applications, multiplier les bases de données et perdre ainsi une information ô combien essentielle pour derrière, encore une fois, permettre aux propriétaires de disposer d'un asset dont ils ont la totalité des informations qui sont liées. Et puis gérer cette partie, encore une fois, environnementale. Ne pas oublier l'axe de mobilité où on travaille aussi en mode, on peut travailler en mode déconnecté sur WizCAD, que l'on fasse du BIM 3D ou de la 2D, ce n'est pas un problème, on travaille en mode déconnecté. Et puis, toute la notion aussi de reporting automatisé. On parlait de dynamisme, de flexibilité, d'agilité. Eh bien, c'est exactement la même chose. L'idée finale est, à travers la base de données qui est constituée, de pouvoir faire de l'analyse prédictive. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais on va y arriver, on travaille dessus. Chez WizCAD, il y a 2 doctorants qui travaillent à plein temps sur ce sujet-là, sur les algorithmes mathématiques, afin d'extraire la quintessence des données qui sont stockées dans nos bases de données pour nos clients. Voilà un petit peu pour la richesse fonctionnelle. Juste une question, en fait, il y a quelque chose qui nous avait beaucoup intéressé dans WizCAD, Marc, c'était notamment le fait que vous aviez une relation très étroite avec donc la partie locataire, notamment, même ça pouvait aller jusqu'au carnet numérique. Bah, on se rappelle, Marie. Et donc, c'est ça aussi qu'on trouvait vachement intéressant. Attendez, je vais emmener Flora, voilà. Donc, est-ce que tu peux en dire 2 mots, cet aspect en fait de lien avec le locataire en exploitation? Ouais, tout à fait. L'idée, c'est de remettre le locataire un petit peu au centre du débat lorsqu'il y a de la réhabilitation milieu occupé. C'est quand même des actions qui sont extrêmement intrusives, dérangeantes, avec des populations diverses et variées, qui peuvent être handicapées, malentendantes, non comprenantes. Donc, des problématiques qui sont importantes et il faut faciliter l'accessibilité à l'information et la communication. Donc, on a mis en place tout un système chez WizCAD qui permet, à travers un site web et aux locataires, de pouvoir communiquer directement avec les entreprises, la maîtrise d'œuvre et évidemment la maîtrise d'ouvrage, un canal dynamique. Et donc, on a le carnet du logement qui permet de disposer de tout un tas d'informations concernant le rendez-vous, concernant les documents qui leur sont mis à disposition, concernant les rendez-vous qui sont pris, etc., etc. On est toujours dans l'optimisation des process de chacun et la traçabilité. Il y a aussi cette notion très, très forte de conformité à la RGPD. Donc, les locataires qui ont accès à la base de données à travers un site web ou à travers une application, smartphone, tablette, ont la capacité de pouvoir aller visualiser leurs informations, les modifier le cas échéant. Sachant que c'est des informations saisies par les équipes, sont des informations qui sont liées aux appartements. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet justement non seulement de traiter les travaux au niveau des parties communes, mais également au niveau des travaux qui sont les travaux de rénovation menés peut-être par les particuliers eux-mêmes. Donc, on peut aller très, très loin en fait dans le contrôle, la maîtrise et du coup la régénération des ressources. Tout à fait. Et le BIM qui est lié à ces réhabilitations de milieux occupés va accroître encore plus la capacité de pouvoir abonder la base de données de Upcycla sur les matériaux où il y a eu une déconstruction partielle des appartements pour pouvoir donner aussi aux maîtres d'œuvre, aux bailleurs, entre autres, cette visibilité qu'ils n'avaient pas et cette possibilité qu'ils n'avaient pas. Et de se conformer notamment au niveau environnemental, bien entendu. Donc l'idée à terme, c'est d'avoir évidemment un cerveau digital, mais on peut passer on peut passer tout à fait au cas. J'avais déjà parlé un petit peu de ces éléments-là. La plateforme logistique de Segro à Gennevilliers, 63 000 m², a plusieurs locataires. Segro est donc propriétaire d'un asset qui fait un peu plus de 8 milliards en Europe et un peu plus d'1 milliard en France, et mettent à disposition des plateformes logistiques pour différents locataires comme IKEA par exemple et d'autres. Et l'objectif était de faciliter encore une fois toute cette gestion
globale du bâtiment, y compris la gestion liée aux problématiques énergétiques du bâtiment, en termes de consommation, notamment consommation d'énergie. Donc, on a pu totalement connecter au logiciel du mainteneur, WizCAD, ce qui nous a permis directement dans la maquette numérique de remonter des informations dont nous avions besoin en termes de consommation, mais pas seulement aussi, puisque ça pilote la maintenance préventive, les actions correctives, et au bout d'un certain temps, on commence à pouvoir identifier des actions préventives ou prédictives à mener. Donc, on a un gain de temps qui est considérable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une centralisation des informations avec des gestions de droits et de rôles pour que chacun puisse accéder. Le propriétaire a son visuel dans la même base de données WizCAD. Le locataire a aussi un accès qui lui est propre. Et les intervenants mainteneurs ont aussi leur accès qui leur est propre. L'objectif est toujours de collecter, d'enrichir une donnée qui va servir plus tard pour les propriétaires et disposer encore d'un jumeau numérique tel que construit ou tel que réhabilité. Parce que tout à l'heure, on parlait de réhabilitation vie occupée. Et l'idée, c'est bien celle-ci. Et de disposer de KPI très intéressants pour notamment le propriétaire. Très bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de données, de digitalisation, mais encore faut-il que toutes ces données en fait arrivent à se synchroniser et s'articuler entre elles, sinon ça devient un vrai pataquès en fait. Donc, quand on a digitalisé un bâtiment, on va se poser la question de savoir ce que ça va devenir derrière en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui disent je digitalise, mais pourquoi? Donc, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette connexion entre WizCAD et MyPsyClass, c'est pour offrir aux bailleurs, aux foncières, en tout cas, des capacités finalement de valorisation de l'effort de digitalisation qu'ils ont fait, qui est outre l'aspect qualité et optimisation, aussi, c'est de faire en sorte que derrière, ce soit source de revenus complémentaires. On a parlé de la capacité à importer donc, des gisements digitalisés à travers donc, WizCAD dans MyPsyCléa. Laquelle en fait peut enrichir directement dans WizCAD, en tout cas ces notions de données de performance environnementale, notamment circulaire à travers les passeports circulaires. Je rappelle, les passeports circulaires en fait sont des passeports qui sont rentrés par les fabricants. Aujourd'hui, il y a des milliers de passeports qui sont disponibles sous le portail upcycler.cloud. Vous pouvez y accéder gratuitement, vous pouvez vous créer un compte en ligne et vous accéderez à des passeports circulaires qui sont rentrés par les fabricants eux-mêmes, donc mis à jour par les fabricants eux-mêmes, ce n'est pas nous qui le faisons. Alors, parfois, on l'anticipe et on passe le compte aux fabricants parce que sur un projet, on peut en avoir besoin et le fabricant n'est pas encore dans la boucle, mais d'ailleurs, il s'approprie son compte. Et nous, d'ailleurs, on fait des contrôles qualité au moment de la publication et on peut même en fait faire des notations en termes de degré, qualité de non-toxicité, circularité, énergétique, carbone, impact sur l'eau, impact social, s'ils nous le demandent en fait à travers des petits pictos que je vous montrerai tout à l'heure. Quand on a ces informations, on peut faire des signatures circulaires. Donc, c'est des choses qu'on envisage dans un futur proche de synchroniser avec WizCAD, aussi bien à travers les gisements qui seraient importés de part et d'autre en fur et à mesure des mises à jour. Il faut très bien imaginer qu'un produit en fait est rajouté, et soit centralisé, en fait, soit passé dans les gisements MyPsyCléa pour que MyPsyCléa puisse en faire une valorisation. Ou quand un produit qui est ici, en fait, ensuite sort parce qu'il est effectivement valorisé, qu'on puisse venir en fait, le déduire des gisements qui sont dans WizCAD. Et également, donc, des informations de type passeport circulaire auquel on peut accéder depuis WizCAD, ou signature circulaire qui correspond au bâtiment qui, pour un projet donné, un site donné, peut intéresser également l'utilisateur de WizCAD, ou on le verra en exploitation, les indicateurs de valorisation issus donc de la valorisation par réemploi ou par recyclage des produits usagés en termes de CO2 et déchets évités et de revenus générés aussi qui peuvent être transmis donc, de manière à avoir une espèce d'hyperviseur qui permette de pouvoir centraliser l'information. Alors, pour illustrer un petit peu toute la partie exploitation qui est faite en aval donc, du processus de construction et de digitalisation, côté économie circulaire, j'ai choisi l'exemple d'Accor Invest et d'Accor, qui sont des clients de Psycléa et qui ont créé maintenant depuis l'année dernière donc des concepts de chambres circulaires. Vous ne savez peut-être pas, mais une chambre dans un hôtel, ça a une durée de vie d'environ 6 à 7 ans. Donc la rénovation a lieu tous les 6 à 7 ans.
Et cette rénovation, c'est une source de coûts aujourd'hui dans l'hôtellerie. C'est un temps d'immobilisation qui est long, donc une source supplémentaire de coûts. Alors que là, si on conçoit une chambre, que ce soit circulaire, c'est-à-dire que les produits usagés, on sache qu'ils vont devenir, et donc derrière, ils soient source d'économie et de revenus, c'est une bonne chose. Et plus une chambre est circulaire et donc démontable, puisque c'est le concept d'un bâtiment, d'une chambre circulaire, ben, plus on démonte facilement, plus on dépose rapidement, moins la chambre est immobilisée longtemps, et moins c'est une source en fait on va dire, de non revenus pour l'hôtelier. Donc, ce qu'ils ont fait, et c'est ce que font de plus en plus en fait aujourd'hui de gros acteurs, je pense à des gens comme ICAD ou Gessina ou NJ Nouvelle en fait, qui sont en train de se lancer dans ces démarches-là, c'est de se dire, ben, on va demander à nos fabricants déjà de rentrer leur passeport circulaire dans le portail MyEpsiclia, le portail epsiclia.cloud, parce que finalement, on veut savoir ce qu'il y a dans leurs produits. Aujourd'hui, j'utilise l'application Yuka pour savoir, pour acheter un yaourt de quelques euros, en fait, ce qu'il y a dedans, mais je dépense des dizaines de millions d'euros sans savoir finalement ce qu'il y a dans mes produits. Alors, il y a certes des certifications, type la certification Cradle to Cradle, qui est la certification internationale pour l'économie circulaire pour les produits, mais on n'a pas le détail. On sait juste qu'ils sont certifiés. Donc, je dois faire confiance à quelqu'un. Mais là, du coup, on demande aux fabricants, et c'est ce que demande par exemple le service achat d'accord, de dire tu vas rentrer dans le passeport. Tu vas créer un passeport circulaire et tu vas dire quelle est la composition de ton produit, tu vas dire quelle est la part de recyclé, la part de biosourcé, s'il est en dessous de certains seuils au niveau de non-toxicité, son empreinte carbone, l'énergie grise ou l'impact sur le processus de production. Et le fabricant, lui, ce n'est pas une nouvelle certification, ce n'est pas un label de plus, il va aller piocher l'information dans les FDES, par exemple, pour la partie, ou les EPD pour la partie empreinte carbone ou énergie grise, dans son certificat Cradle, par exemple, pour prouver qu'il n'y a pas d'éléments non toxiques et donner sa composition, etc., etc. Donc, il va apporter des preuves. Et en fonction des preuves, il aura des petits pictos que nous, on met, qu'on délivre, pour dire, bah oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a nous apporté une preuve qui est vérifiée par un tiers. Donc, du coup, la preuve, le petit picto est coloré. Mais si c'est autodéclaratif, c'est par contre noir et blanc. Et s'il n'y a pas de preuve, on n'a pas de petit picto. Donc, c'est de permettre vraiment, en fait, non seulement aux fabricants de pouvoir gratuitement déclarer leur passeport en nombre, en quantité limitée, et surtout aux utilisateurs, aux maîtres d'œuvre, en fait, de faire des choix de produits, en fait, en toute connaissance de cause, pour choisir un produit plutôt qu'un autre. Et plus le produit sera de qualité environnementale et circulaire, plus à l'issue, il aura une valeur économique résiduelle intéressante. Donc, c'est ce qu'a fait Accor. Oui, il y a des poufs, il y a des moquettes, il y a différentes choses, il y a des lits, bien sûr, dans la chambre. Ensuite, justement, c'est ce qu'on a fait ensuite, l'importation automatique de ces gisements dans MyEpsiclia, pour éviter que ce soit tapé à la main. Donc, un gisement, encore une fois, c'est par exemple, je sais pas, c'est voilà, une plaque EPC, juste une pièce. Voilà, quand il y en a une, ça va. Quand il y en a plusieurs, c'est plus compliqué. Donc, c'est quoi finalement un gisement? C'est un produit avec son passeport circulaire, une quantité, une localisation. Donc, on a fait, par exemple, dans les chambres, ici, on a fait la distinction entre les salles de bain et les chambres parce qu'on n'avait pas le même degré de durabilité de l'un à l'autre et du coup, pas les mêmes signatures circulaires. Et quand on a ces données-là, on peut justement calculer les signatures circulaires dont je parlais tout à l'heure. Donc, aussi bien l'empreinte carbone, ça c'est plutôt classique, que la non-toxicité, ça c'est beaucoup moins classique parce que nous on le permet grâce aux informations qu'il y a dans les passeports. Et puis le degré de circularité, là vous avez le degré de circularité d'une chambre. Et c'est des choses qui vont continuer à évoluer dans le temps, parce qu'ils vont continuer en fait dans la rénovation à améliorer donc leur valeur, avec aussi des catégories qui sont les plus vertueuses, les moins vertueuses, sur lesquelles il faut sans doute travailler. Et puis le gain, donc ils peuvent avoir, grâce au calcul de la valeur économique résiduelle agrégée donc au niveau d'une chambre, ça c'est par chambre, ils peuvent récupérer jusqu'à 9% de la valeur, on va dire du coût initial d'achat des produits de la chambre, par exemple, correspond jusqu'à 56%. S'il veut être maximaliste, ce que permet aussi l'outil, donc ils peuvent dire, moi je veux tout traiter à hauteur de 100%, et du coup, parfois, ça peut coûter un peu plus cher en fait, que si je passais par une gestion classique de déchets. En tout cas, en hypothèse basse, parce qu'en hypothèse haute, on est quelque part entre là et là, donc on peut espérer qu'on prend vers le maximum. Donc, ça donne des éléments de décision pour la valorisation de ces produits-là en fin d'usage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe en fin d'usage, en fait. Et c'est là où le module gestion que je vous montrais tout à l'heure de MyEpsiclia permet de faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai, par exemple, des bâtiments
qui sont caractérisés, qui sont littéralement pesés en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on sait littéralement en fait le poids du bâtiment et donc les pourcentages de produits circulaires qui le constituent et qui sont eux-mêmes caractérisés, ce gisement-là. On peut également recenser dans le module gestion de MyEpsicléa des gens qui ont des besoins. Alors ça peut être intra-groupe, au sein du groupe Accor Invest, etc. Et du coup, quelqu'un peut dire, ben voilà, moi j'ai un gisement, je vais faire de l'innovation dans 3 mois, ben, tel gisement sera disponible dans 3 mois, dans toute la chambre ou une série de chambres. Et puis peut-être qu'un autre hôtel, en parallèle, a exprimé un besoin en matière de tête de lit, en matière de pouf, en matière de luminaire, je ne sais quoi. Et ben, du coup, ça peut matcher pour faire du réemploi en boucle fermée au sein du groupe, entre chantiers du même groupe. Ou alors, ça peut être au contraire des besoins qui ont été exprimés par des fabricants, qu'ils soient dans le domaine du bâtiment ou pas. Ben, du coup, on va plutôt faire un choix plutôt que de réemploi. Enfin, en tout cas, encore une fois, il y a un arbitrage à construire. Peut-être faire un arbitrage qui consistera à dire ben, je vais plutôt valoriser et vendre la matière première secondaire parce que, par exemple, Vicona veut récupérer son aluminium, Tarkett veut récupérer le nylon de sa moquette pour refaire de la moquette. Ça repartira dans le monde du bâtiment. Ou alors peut-être que c'est Dim qui veut récupérer le nylon d'une moquette de chez Ibis en fait, pour peut-être faire du collant pour dames ou d'autres acteurs pour faire du fil de nylon. Donc on est vraiment dans la véritable économie circulaire. On n'est pas juste en train de faire du réemploi, parce que le réemploi, une fois qu'on a réemployé une fois, peut-être 2 fois, qu'est-ce qu'on fait de la matière? Si ça finit à la benne, mais en fait on a juste reculé donc la pénurie des ressources, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on peut choisir différents scénarios, différents chemins à travers la création de différents écosystèmes. Et même un troisième écosystème consiste à dire, en fait, si je n'ai pas de réemploi fermé, si je n'ai pas donc de besoins, de demandes ou de modèles économiques valables pour les matières premières secondaires, pourquoi pas publier ça sur des places de marché, là n'existe, pour faire du réemploi en boucle ouverte en disant, il y a peut-être des gens qui veulent récupérer, peut-être des associations, etc., les Emmaüs et d'autres, pour récupérer donc des produits usagés. Alors, comment ça marche à travers MyEpsicléa? C'est le module gestion, ce qu'on appelle le module gestion. Et c'est un module qui a pour vocation de pouvoir vraiment imiter la nature. Donc, dans la nature, il y a 3 parties prenantes. Il y a, si je prends l'exemple d'un cerisier, on va voir par exemple son gisement de feuilles mortes, donc une fois que les fleurs sont tombées. Il va y avoir donc les micro-organismes qui vont transformer ces fleurs donc fanées en nutriments qui vont être consommés par la faune ou la flore alentour. Donc, on est vraiment sur un écosystème avec 3 acteurs, il ne faut jamais l'oublier. On n'est pas sur une place de marché type Bon Coin qui dit tu as une porte, je veux une porte, super. Ce n'est pas si simple, c'est finalement assez rare. Parce que même cette porte-là, il faut éventuellement la déposer, la massifier, peut-être la réparer avant d'atteindre la qualité attendue par le marché. Donc, on inverse le modèle. C'est ça que permet l'association avec Whisca de faciliter tout ça. C'est de se dire, au lieu de partir d'un tas de déchets dont on ne sait rien, dont on essaie de se débarrasser à moindre coût, en payant des gens qui, eux, ne sont pas motivés à faire en réalité ni de l'upcyclage et du réemploi parce que ça leur coûte plus cher, on va partir du besoin, on va partir du marché. Donc, ce qui permet de recenser la plateforme, quels sont les gens qui ont des besoins en matière première secondaire, en réemploi, et ce qu'on appelle le resource manager. Et c'est la personne qui va travailler pour le compte d'une foncière ou d'un bailleur, qui va dire, OK, je gère un gisement caractérisé, j'ai des besoins qui existent, qui ont été caractérisés, donc soit en interne, soit à travers une bibliothèque de besoins qui permet d'enseigner gratuitement la Psychéa. Et je connais aussi des transformateurs donc, que j'ai pu inviter, ou là aussi à travers une bibliothèque fournie par MyPsychéa, et je peux les agréger en écosystème en partant du besoin. Donc, c'est ce que vous voyez à droite. En fait, c'est un petit peu comme finalement un GPS. J'ai une ville de destination, c'est-à-dire je pars du besoin. Par exemple, je sélectionne, je ne sais pas, Dim qui veut récupérer du nylon régénéré. Donc, on va dire, très bien, voilà, il y aura que ça au début. Je vais appuyer sur des boutons en fait, où il y a des systèmes experts derrière, donc de l'intelligence artificielle pour me proposer des gisements. Mes gisements, hein, si je suis ressource manager d'un bailleur ou d'une foncière, je sais que tel gisement sera disponible à telle date, il va apparaître ici parce que j'ai une moquette en nylon, ou alors peut-être ici, j'ai une ressourcerie du fil nylon usagé, etc. Et là aussi, on va avoir un autre bouton pour la même intelligence va travailler pour identifier les transformateurs intermédiaires, peut-être celui qui va désassembler la moquette, peut-être celui qui va la stocker, la transporter, la dépolymériser pour finalement répondre à la qualité attendue. Et dans ce qu'on appelle le compilateur qui permet de gérer, si j'ai un gisement, je vais dire combien je vais en prendre et à quel prix. Si j'ai un transformateur, je vais dire combien je vais le payer. Et finalement, je vais faire une offre à celui qui a le besoin, compte tenu de ma chaîne en fait, ici de transformation. Je vais dire, voilà, j'ai tout ça, je peux te le vendre à tel prix, puis on négocie, puis on se met d'accord, et puis voilà.
Et petite cerise sur le gâteau, c'est que quand on a un écosystème, donc une fois qu'il tourne, parce qu'il y a des comptes derrière des gens qui ont des gisements, il y a des comptes derrière des gens qui ont des transformations, il y a des comptes derrière des gens qui ont des besoins, et donc on va à distance réserver les gisements, confirmer la transformation, mais même suivre l'acheminement effectif de la matière jusqu'à ce qu'elle soit effectivement livrée. Donc là, on n'est pas sur des fausses déclarations, on est sur la réalité donc de la régénération de la ressource au réemploi. Mais d'ailleurs, on pourra en plus calculer automatiquement donc, le bilan de déchets, c'est-à-dire la proportion de déchets évités, la proportion de CO2, donc d'émissions de CO2 également évitées, et puis le bilan économique en termes d'économie de revenus lié à l'écosystème qui aura été en fait ici défini, puisque aussi bien les produits ont des informations dans les passeports, aussi bien les transformateurs ont déclaré ce qu'ils prennent en entrée, ce qu'ils prennent en sortie, avec quel bilan CO2 et dans quelles conditions, etc. Donc on est capable vraiment d'avoir un bilan global. Donc, ce qu'on propose avec WizCat, finalement, dans cette chaîne automatisée, digitalisée de l'amont à l'aval, c'est finalement de pouvoir contribuer à optimiser le fait de ressourcer le monde. En fait, hein, c'est littéralement ça. On a besoin de basculer d'un système en fait, de gaspillage et de coûts vers un système de revenus et d'abondance, ce qui est le modèle de la nature. Vous avez noté que la nature produit en abondance et avec beauté. Ben, c'est ce qu'on vous propose. Et ça fait émerger du coup de nouveaux métiers. Un métier qu'on a appelé en fait les métiers de ressources manager, c'est un petit peu le facility manager de la ressource. Donc, qui permet que dans la fonction, c'est de s'assurer qu'effectivement, on va bien concrétiser le potentiel qui était dans la valeur mesurée dans la signature circulaire, bien le concrétiser en exploitation pour qu'effectivement, on puisse récupérer des revenus des composants usagés, de gérer et encourager la mise à jour de la base d'information. Vous savez que dans le domaine du BIM, en fait, une problématique qu'on avait et qu'a résolu WizCAD, c'était avant, on faisait des BIM exécutions, et puis une fois que le BIM était livré, un petit peu comme les DOE, en fait, tout était obsolète. Alors qu'aujourd'hui, en faisant du BIM exégèse, du BIM GEM, du BIM exploitation, en ayant quelqu'un évidemment qui met à jour les informations, et ben, du coup, on peut maintenir la qualité de la donnée et dans notre cas, maintenir la qualité de ces informations qui font qu'on aura un véritable jugement à jour et pas n'importe quoi. Donc, et bien sûr, si on peut soit le faire directement sur MyPsycla ou soit le faire directement dans le BIM-GEM, faire les synchronisations pour éviter les doubles saisies, toujours dans cette idée d'économiser et d'optimiser le temps pour générer des revenus, puisqu'on est persuadé, et c'est ça qui nous a aussi réunis avec WizCat, c'est qu'il faut qu'on ait finalement un impact positif et que le business et que l'argent contribuent positivement à la santé et donc à la protection de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Donc, c'est toute cette chaîne-là en fait, qui est proposée. Mais ça a des effets aussi positifs sur le business. Je prends juste l'exemple aujourd'hui, les facility managers, en fait, ont des marges très faibles qui essaient un petit peu de récupérer sur les travaux. Aujourd'hui, si on gère vraiment les ressources, on a des marges qui peuvent être beaucoup plus grandes. C'est compliqué aujourd'hui sur les bâtiments anciens parce que les ressources ne sont pas forcément de qualité. Mais en construisant des bâtiments comme des banques de matériaux ou en refaisant des rénovations comme des banques de matériaux, ce que font aujourd'hui, je disais 400 000 m², mais on devrait doubler ce chiffre-là dans les 2 ans qui viennent. On aura beaucoup plus de bâtiments intelligents, des smart buildings circulaires qui permettront en fait de générer de la valeur et des revenus plutôt que des déchets. Voilà, et j'en profite pour dire qu'on aura un retour d'expérience concret justement sur un bailleur qui s'appelle Néotois, qui est un bailleur breton, qui nous montrera comment ils ont construit leur bâtiment, c'est une résidence senior en l'occurrence, comme une banque de matériaux, et on aura des retours d'expérience très intéressants à partager. Voilà ce qu'on souhaitait partager avec vous. Je ne sais pas si Jean ou Marc, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on prenne des questions? Non. Bon, simplement dire qu'on est vraiment dans une véritable ère de changement aujourd'hui, que la donnée prend son importance et qu'il était normal que des gens comme vous puissent y apporter leur pierre à l'édifice. Et je crois que la boucle est bouclée avec ce que Psycla propose de façon complémentaire à ce que nous apportons. Je trouve ça très très bien, effectivement. J'ai hâte d'être au 3 décembre pour voir ce retour d'expérience que je ne connaissais pas. Mais oui, c'est très intéressant. Et enfin, moi, si j'étais locataire ou propriétaire d'un bâtiment, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie, mais je pense que ce serait quand même pas inintéressant de savoir que l'appartement ou la maison que j'habite peut faire l'objet à un moment donné de tout un système cradle to cradle. Et je trouve ça bienveillant pour la suite de cette belle planète dont on ne prend pas beaucoup soin. Oui, on en a bien besoin. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Il nous reste un quart d'heure, petit quart d'heure. N'hésitez pas. Alors, il y a Luc de Schneider Electric qui nous dit en fait, qui dit ressources, donc humaines plus outillage, il dit coût et investissement. Quels sont les arguments pour un preneur au-delà de l'image d'entreprise pour les justifier? Luc, est-ce que vous voulez en fait poser la question vous-même pour l'expliciter peut-être, pour être sûr d'y répondre au mieux? Je peux. Vous m'entendez là? Très bien. Disons que, merci déjà pour la présentation. Ça effectivement, et notamment pour Schneider, ça fait partie des ambitions de montrer une neutralité carbone, donc, et la circularité de ce bâtiment, elle y contribue. Donc ça nous instruit. Voilà. Mais effectivement, si on veut piloter cette performance dans le temps, ça suppose à la fois disposer d'outils comme ce qui a été présenté là, de WizCAD, mais également la personne, comme vous l'avez dit, le resource manager. Donc ça représente un coût pour l'entreprise. Comment pour un preneur, hein, sous l'angle preneur, ça peut se justifier. Quel gain, voilà, si j'ai 3 arguments à utiliser, ce sont lesquels? D'accord. Donc, par preneur, vous voulez dire par exemple un bailleur, locataire. Non, justement, pas un bailleur. Locataire. Locataire. Alors, donc là, on est sur la. Donc, déjà, faut juste déjà au niveau du. Donc, locataire. Un locataire ou un propriétaire d'un. Alors, imaginons un locataire où je suis mono-locataire, mono-occupant ou quasi mono-occupant. Parce que le locataire, j'irais que lui, d'un certain point de vue, il n'aura pas investi dans son appartement. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est quelque chose qu'on est en train de faire en fait avec donc IGC et les maisons Ariane dans le sud-ouest, qui justement, c'est de dire comment on peut proposer au locataire justement une aide pour faire en sorte que lui aussi participe de cette vision positive. D'une part, parce qu'il sait qu'il est dans un appartement qui a été conçu pour être bon pour la santé. Encore une fois, l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement la régénération des ressources, c'est aussi la dimension non-toxicité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, un appartement en général, la qualité de l'air intérieur est 7 à 8 fois moins bonne que celle de la qualité de l'air extérieur, à cause de la nature des produits qui s'y trouvent, qui n'ont pas été étudiés suffisamment pour cette qualité. Donc, d'une part, c'est une garantie en termes de santé. Et ça, c'est important. Et c'est mesurable. Hein. La signature circulaire permet de mesurer ça. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire, vous voyez, vous rentrez dans cet appartement-là, regardez, on a mesuré la qualité de l'air basée sur les matériaux, les produits qui le constituent. Donc, ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, c'est que lui, fatalement, il va générer ce qu'on appelait jusqu'à présent des déchets, parce qu'il va peut-être rénover son appartement, il va peut-être générer des biodéchets de restauration, etc. Donc, charge, et c'est possible. On est en train de développer cette offre-là auprès de syndics, etc., avec des gens comme Sogeprom et d'autres. Et Néotois, dont on parlait en fait, qui est un des bailleurs, c'est de dire en fait l'occasion des travaux de rénovation ou par rapport aux déchets de restauration, aux biodéchets, il y a une solution que peut apporter le syndic, que peut apporter le bailleur, que peut apporter la foncière pour que ça parte en déchets. Donc ça permet, vous pouvez participer à travers ça, et c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure au lien, et peut-être Marc complétera ce que je viens de dire, entre ce que permet l'outil WizCAD vis-à-vis du locataire, c'est-à-dire que c'est en discutant bien que cette prise de conscience et donc ces potentialités peuvent se mettre en œuvre. Et troisièmement, en fait, c'est tout simplement de participer à quelque chose de positif. Je pense qu'on est confronté aujourd'hui à une quête de sens. Même des gens vont chercher du sens dans des complots parce que l'être humain a besoin en fait de sens pour vivre. Donc, le fait de participer consciemment à cette boucle virtueuse et finalement à circulariser notre monde pour imiter la nature et donc atteindre une durabilité collective, je pense que c'est bon aussi. Et on pense souvent, en fait, on oublie souvent l'importance en fait de parler, de communiquer avec l'humain, à quel point il peut contribuer à quelque chose de positif. Oui, si je peux conclure, c'est intéressant. À logement égal aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que si le logement que je vais occuper, dont je serai propriétaire ou locataire, peu importe, dont je serai occupant, porte une marque liée à l'environnement plus forte que l'autre, forcément, ce sera un élément de décision qui peut être intéressant, bien entendu, à minima. Et pas que, ça, je dirais que c'est dans l'extrême. Mais mon point, il est plutôt sur au nom de Schneider,
je ne loue pas une maison, hein, je loue un immeuble de plusieurs milliers de mètres carrés. Donc, évidemment, alors donc j'ai un peu du mal à me projeter dans l'exemple, mais après, j'entends les arguments et j'entends la quête de sens et le besoin, on est tous convaincus de ça, mais il y a quand même une réalité économique auquel on se heurte en entreprise. Et quand on va parler du coût chargé d'une personne plus d'un logiciel, on va parler à la fin de, je sais pas, d'un 100 000 euros par an, hein, à investir si j'ai une personne à temps plein à l'échelle d'un grand bâtiment. Donc, ma question, c'est, pour parler très crûment, hein, c'est comment je justifie auprès de ma direction générale 100 000 euros par an. Ah, donc là, vous appliquez, d'accord, je ne sais pas de quel locataire vous parlez. Donc, quand vous dites quand Schneider est locataire… Moi, Schneider, je suis locataire d'un immeuble de bureau. Ok, c'est différent. Donc, ça, le modèle est différent. C'est-à-dire que là, si vous êtes locataire d'un modèle de plateau de bureau, ça veut dire que peut-être vous êtes au sein d'une foncière qui, par exemple, est en train de gérer son bâtiment selon ce mode-là. D'accord? Et c'est ce qui est en train de se déployer aujourd'hui. Donc, vous, comment vous allez pouvoir, en tant que locataire, vous inscrire dans ce mode-là? Comment vous allez pouvoir accéder, par exemple, à MyEpsicléa pour la partie qui vous incombe? Et finalement, ça dépend qui va vouloir récupérer la valeur ajoutée des matériaux qui sont les vôtres. Donc, soit c'est vous-même et vous avez quelqu'un qui va peut-être utiliser la banque digitale de matériaux, ce que permet en fait le propriétaire, il y a intérêt pour pouvoir gérer vos propres données. Mais vous, du coup, vous allez, entre guillemets, dépenser le temps passé parce que vous voulez récupérer cette valeur-là pour vous. Soit, en fait, c'est quelque chose qui peut faire partie des charges, en fait, qui sont ou des services qui sont proposés par les services généraux ou le ressource manager du propriétaire. Mais du coup, il y a une équation en fait à dire, ben voilà, peut-être que vous le faites pour moi et je récupère peut-être 30%, puisque c'est peut-être plus intéressant pour le propriétaire de partager ça, de la foncière, sur la totalité de son parc immobilier en termes de partage du ressource manager, que d'avoir un ressource manager pour le locataire sur un bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, merci. Ouais, c'est ça, il y a des processus d'usage qui vont varier et il y a un modèle économique à trouver. Et peut-être que vous avez vachement intérêt à le faire vous-même parce que si vous allez vous occuper peut-être une surface immense et vous avez, c'est ce qui permet la signature circulaire, vous avez mesuré en fait le gain potentiel et vous le gardez pour vous. Et du coup, c'est vous qui investissez pour récupérer avoir un retour sur investissement. Ou peut-être vous avez un environnement en fait où c'est déjà organisé. Et là, c'est à discuter. Et c'est des contrats qui sont en train d'être pensés. Effectivement, je n'avais pas compris que vous parliez, que vous étiez vous-même le locataire, pardon. C'est plus simple en réalité comme processus, c'est assez classique maintenant. Pas de souci, pas de souci. Merci. Alors, une question de Nicolas qui demande en fait si ça marche sur les bâtiments existants. Alors, oui, Nicolas, alors je vais répondre, puis vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez préciser ou réagir. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on le fait déjà dans la déconstruction et à l'occasion des diagnostics ressources qu'on fait nous-mêmes ou qu'on préfère faire même encore avec nos partenariats, puisqu'on est surtout nos éditeurs de logiciels. On va créer le gisement, on va identifier et caractériser le gisement existant. Le seul problème qu'on a, c'est que donc on va l'importer dans MyEpsicléa et on va utiliser les bibliothèques de transformateurs, l'intelligence de la plateforme pour trouver et faire des propositions et les besoins qui sont recensés pour faire des propositions de réemploi ou des propositions de recyclage. Mais le seul problème qu'on a, c'est que la plupart du temps, on a des produits qui sont non caractérisés, donc dont on ne connaît pas en fait les passeports circulaires. Donc on a pour ça des passeports circulaires un peu génériques en fait qui vont dire c'est de la moquette ou c'est de la moquette en nylon, mais des choses qu'on va rentrer dans l'outil pour nous proposer la meilleure solution possible. Mais l'idée, c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a parce qu'on manque de données. Et grâce à l'action conjuguée de WizCat, de MyEpsicléa, de créer des smart buildings circulaires où demain, quand on parlera des bâtiments existants, on saura exactement ce qu'il y a dedans. Oui. Et du coup, on aura des gains et une efficacité en matière de réemploi, de matière régénérée, etc., qui sera bien supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Pour l'instant, on fait avec l'existant, oui, mais c'est possible. Et c'est ce qu'on fait. D'accord, merci pour la réponse. Effectivement, c'est très bien de préparer l'avenir. Et je me dis, c'est un peu frustrant en effet de ne pas avoir de solution pour combler ce manque de données sur l'existant. Mais je partage en effet
le verrou, quoi. C'est difficile de doubler ça. Malheureusement, l'information, ce n'est pas de la génération spontanée. Il faut d'abord la voir et puis ensuite, il faut l'enregistrer. C'est tout l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et on fait au mieux. Et vous le savez, comme moi, les diagnostics ressources, en fait, aujourd'hui, sont là pour ça. Mais c'est très basé un petit peu sur l'expérience, en fait, du diagnostiqueur. C'est très approximatif. Et donc, forcément, on a un résultat qui est… Je ne sais pas si vous-même ou des collègues ou sur cet appel-là, il y a des gens qui ont cette expérience, mais le nombre de fois où nous, on a intervenu en disant « Oh là, il y a ça, ça, ça ». On a au moins en 100 000 euros, on peut récupérer 100 000 euros, on peut récupérer des dizaines de milliers d'euros. Et au final, ça part en enfouissement. Hein. Donc, parce qu'il y a non seulement la caractérisation, mais également tout l'écosystème, en fait. Et aujourd'hui, pour être franc, on a des processus de déconstruction qui sont très linéaires, avec des faux semblants, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs, nous, des choses à auditer où des clients nous ont dit, bah, OK, je veux voir ce qui se passe vraiment, en fait, de ce qu'il advient de mes déchets, puisqu'on est encore dans une approche linéaire, donc on veut basculer, mais déjà, qu'est-ce qui se passe? Ben, en gros, vous avez voilà, un maître d'œuvre de déconstruction qui va surtout passer des marchés, il va gérer surtout au niveau du CTP et sélectionner un des constructeurs qui lui-même va travailler avec voilà, son poseur de benne, massificateur qui va avoir voilà, quelques filières limitées et habituelles et qui font que, alors que du plâtre pourrait être recyclé, il va finir en enfouissement, c'est plus simple, tout en mettant des rapports qui vont être comme s'ils avaient été recyclés. Quand c'est des métaux, par contre, vous allez, j'ai encore l'expérience récemment, là, par contre, quand vous allez poser la question de ce qui se passe, là, vous avez la porte n'est pas ouverte. Ça veut dire qu'en gros, la marge est faite par le recycleur de métaux, mais pas par celui qui possédait ce déchet, en fait, au niveau de la déconstruction, donc le propriétaire. Et puis, on a même des cas complètement absurdes, voire frauduleux, où on a des taux de… Parce que vous savez que maintenant, la législation demande 70% de valorisation matière. Les gens disent, bon, oui, ça c'est facile. On a eu des taux où on a vu des 85%. 85%, c'était donc 75%, c'était 75% du biogaz qui était exploité par rapport à des DB qui a été mis en fait en décharge. Oui, donc la plupart du temps, on n'a pas de traçabilité, les informations ne sont pas toujours données et quand elles ne sont pas données, elles ne sont pas vérifiées et donc par conséquent, souvent fausses. Donc on a vraiment du gros travail et la France n'est pas en avance dans ce domaine-là en fait, en termes de bâtiments, manque de matériaux et de gestion de la déconstruction. Mais bon, on est en train d'en taper notre retard. Très bien. Voilà, bah écoutez, il est 15 heures. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser, que ce soit pour nous ou pour WISCAD. On les adressera bien sûr à WISCAD. On vous répondra donc aussi bien sur la partie BIM que sur la partie économie circulaire, que sur la partie potentielle qui peut vous intéresser. Passez une bonne fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres webinaires ABC. Au revoir et merci Marc, merci Jean. Passez une bonne soirée. Merci Eric, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.